Bon, la structure, elle est telle que les pays en ont voulu, et la complexité des institutions, c'est aussi souvent des couches de lasagne qui sont rajoutées. Et la vérité, c'est que depuis 20 ans, on ne souffre pas de trop d'Europe. On souffre d'un processus d'intégration qui est manifestement en panne, qui a tout à fait commencé lorsqu'on a fait l'intégration monétaire sans aller plus loin dans l'intégration économique. Et donc, en fait, on a voulu concilier deux objectifs qui étaient totalement inconciliables. Les États nationaux, l'Angleterre la première, mais de la même manière que l'Europe est le bouc émissaire d'un certain nombre de politiques, l'Angleterre est très souvent le bouc émissaire de tout ce qui ne va pas en Europe. Alors, je suis le premier à plaider pour que les Anglais fassent un référendum, et pour une bonne fois pour toutes, ils nous disent s'ils veulent être dans l'Europe ou en dehors de l'Europe. Et dès que M. Cameron s'est rendu compte que ce référendum risquait de se faire, il a trouvé n'importe quelle raison pour enterrer l'idée, parce qu'alors il sera obligé de sortir du bois et de dire d'une certaine manière, oui, mais de toute manière, on va y rester. Donc, ma conviction profonde, c'est qu'on ferait bien de dire aux Anglais, sortez du bois et dites vraiment si vous voulez en être. Mais je crois que très souvent, on se contente de dire, de toute manière, l'Angleterre ne veut pas ou l'Angleterre ne voudra pas, pour masquer le fait que chacun à notre niveau, on n'a pas été prêt à faire un certain nombre de concessions. Lorsque le Luxembourg, il y a encore quelques années, s'est opposé à une idée de la levée du secret bancaire, il a été aussi soutenu par la Belgique. Il faut avoir le courage de pouvoir le rappeler. Et donc, vouloir expliquer la construction européenne, l'intégration européenne, en cherchant de nouveau des boucs émissaires, ça me paraît une erreur fondamentale. Je reviens à mon idée, c'est l'absence d'intégration européenne depuis 20 ans, c'est le fait qu'on ait stoppé un processus, ou alors qu'on ait continué, mais de manière très brinque-ballante, et la multiplication des traités, et la complexification des traités. J'ai eu la chance d'étudier le droit européen en 2003-2004. L'évolution des traités européens, quand vous allez de 1986, vous passez par Maastricht, vous allez à Amsterdam, vous avez des trucs de plus en plus compliqués. J'ai l'impression que les 2S en droit européen maintenant, ça s'appelle plus comme ça, je fais déjà vieux schnock, mais l'année en droit européen, à mon avis, ça prend déjà 2 ans maintenant, tellement c'est devenu d'une complexité extrême, parce qu'on l'a bien voulu, parce que chaque gouvernement, à un moment, a placé un petit pion pour protéger un petit intérêt, et qu'on n'a pas fait sauter certains verrous. Donc la vérité, c'est que on est tous, et quand je dis on, c'est tout parti politique confondu, tous les pays, chacun de notre côté, on est responsable. Dire c'est la faute de l'Europe, sans vouloir faire croire que je regrette d'être devant Real Madrid, Bayern, Borussia Dortmund, c'est un peu comme si Casillas ou Cristiano Ronaldo dit aujourd'hui on a perdu parce que le Real a mal joué. Le Real, c'est aussi Casillas et Ronaldo. Voilà. Réflexion. Et vous vouliez, Monsieur Wall, rajouter quelque chose, puis on donnera la parole peut-être aux personnes dans la salle. On est parti sur la problématique de l'emploi, on est venu immédiatement sur le fonctionnement des institutions et la complexité européenne. Je ne vais pas la nier, je ne vais certainement pas dire que tout va bien, je ne vais certainement pas être naïf et être idéaliste. André Flahault l'a évoqué, je voudrais quand même rappeler, pour ne pas tomber tout de suite dans la sinistrose dans ce débat, ce que c'est l'Union européenne. L'Union européenne, André Flahault l'a rappelé, c'est au lendemain de la guerre, c'est enfin les nations européennes qui se disent on va arrêter de se taper dessus. Ce qui s'est fait pendant toute l'histoire de l'Europe et dont notre pays a été largement victime, en étant ravagé, re-ravagé. On a étendu l'Europe à des pays où ils étaient en conflit, où il y avait des gros problèmes. Nous sommes aujourd'hui, depuis cette création, et c'est une période inégalée dans l'histoire européenne, nous sommes en paix. Et nous avons un développement avec toutes les difficultés qui peuvent se présenter, avec tous les manquements de l'Europe, etc. Mais soyons quand même conscients, avant de tomber dans la sinistrose, des acquis de cette Europe et du bien-être simplement du fait qu'il n'y a pas de conflit. Il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes de fiscalité, il y a des problèmes de fonctionnement, il y a des problèmes de transparence, mais ne jetons pas tout à la poubelle, il y a énormément de choses extraordinaires. C'est pour ça que l'Europe a reçu le prix Nobel de la paix. Peut-être des questions, une réaction, monsieur. Oui, merci beaucoup, Madame Barbier. Je voudrais intervenir sur 3 points. D'abord, l'aspect économique. Quel est le paradigme qui est décliné depuis des années en matière économique par la Commission européenne? C'est le paradigme du modèle néoclassique de l'équilibre général, qui est une erreur monstre qu'on peut démontrer facilement, parce que quand on
on est à l'équilibre général, tous les profits sont égaux à zéro. Voilà. Les Pareto et tout ça, les gens qui ont fait de la théorie économique savent tout cela. Donc on est avec un outil, enfin une référence qui est 2. La référence à von Hayek, elle est encore présente. Malheureusement, ça a imprégné beaucoup les esprits à la Commission. Bon, qu'est-ce que c'est? Qui est M. von Hayek? C'est un économiste autrichien, une école autrichienne, hyper ultra-libéral, qui est même tellement ultra-libéral qu'il détruit le libéralisme. Tel qu'il est, il était décliné jusqu'alors parce qu'on peut démontrer que ça va d'être quand on applique à fond von Hayek, on est dans un totalitarisme. Ok. Alors, ça, c'est une remarque des gens d'ambiance. Or, la Commission est là-dedans, et depuis 30 ans qu'on entend dire il faut une autre Europe. Et qu'est-ce qu'on voit? Toujours la même Europe, depuis à peu près 30 ans, que l'on raconte ça. Donc, je voulais faire cette remarque-là. Alors, par rapport à cette pensée-là, tous les économistes qui ne sont pas orthodoxes n'ont pas le droit à parler. On ne les entend pas, aussi bien dans les médias, très rarement, il y a de temps en temps un qui peut s'exprimer, mais la pensée autre est une pensée que la pensée unique, on l'a appelé avant la pensée unique, la pensée autre est considérée comme hétérodoxe et n'a donc pas le droit. Bon, ça c'est très bien pour la démocratie. Hein. Alors, le problème problème bien sûr qui se pose aujourd'hui, je pense, par rapport à ça, c'est davantage la question, avons-nous encore une démocratie possible en Europe, étant donné ce à quoi on assiste? C'est même plus la question des institutions, c'est plus fondamental que ça. Je veux dire, est-ce qu'une démocratie économique, sociale, libérale aussi, est encore possible? C'est une question de base et il faut s'y pencher. Il y a là-dessus, à mon sens, toute une pédagogie à faire et qui dépasse bien sûr le problème des institutions européennes qui, à mon sens, doit être revue fondamentalement. Il y a une refondation nécessaire, mais ça c'est un autre point. La complexité, et je termine, la complexité des institutions. Alors là, je suis un peu de court, parce que moi je vis depuis 20 ans avec les institutions européennes, comme consultant extérieur en organisation. Si on applique les critères d'efficacité organisationnelle à la Commission européenne, sorry, mais ils sont mofflés à tous les coups. C'est nul, c'est très très mauvais. Il n'y a aucune maîtrise. Où est la stratégie, ce qu'on appelle la stratégie, le management stratégique de cette organisation, de ces organisations? Il n'y a pas de management stratégique, on ne sait pas où on va. Quand on regarde les processus, il y a des redondances. Il y a une opacité totale dans beaucoup de décisions. Passé, il n'y a rien à voir. Et lorsqu'on a des réponses, on ne reçoit pas les réponses que l'on souhaite avoir. Tout ça n'est pas très bon. Voilà. Alors, pourquoi y a-t-il, en fait, il y a un problème d'ajustement par rapport à des objectifs politiques que l'on peut avoir et de mettre en place, c'est ça le management stratégique, les organisations ou les formes d'organisation au niveau des process et au niveau des structures dont on a besoin pour mettre cette politique en œuvre. Et tout cela est, à mon sens, malheureusement manquant. Alors, je pense que le chantier est énorme, le chantier qui est devant nous, parce que je suis pro-européen, mais pas cette Europe-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et alors, il y a beaucoup de citoyens qui sont pro-européens, mais qui ne veulent pas nécessairement de cette Europe-là. Mine Rinchon, une réaction? Oui? Un peu dans l'affût, mais je n'ai pas la réponse. mais je me demande quelque part si... Parlez bien près du micro pour qu'on vous entende bien. Je n'ai pas vu M. Flao depuis 2 ans. Donc, et je ne me suis pas concerté avec lui et je ne connais pas monsieur. Mais selon moi, en termes journalistiques, pour un peu frapper les esprits, il me semble, je suis même convaincu que nous avons affaire à un coup d'État en Europe. Pas comme en Afrique, en 1 heure, en 1 jour, en 2 jours. On assiste, selon moi, et je poserai ma question juste derrière, à un coup d'État latent depuis quelques années, qui traîne, qui arrive un peu à la fois, qui se construit. Depuis combien de temps? Depuis que l'Europe existe, à mon sens. En tout cas, sûrement beaucoup plus depuis 10 ans ou depuis 15 ans. Coup d'État par qui? Par la Commission européenne, incontestablement. Le rôle des institutions. Incontestablement, c'est clair. Alors, je suis bien content qu'on ait un étudiant, un ancien étudiant, excusez-moi monsieur, en droit européen, mais je ne voulais pas vous vieillir, monsieur. Mais il me semble qu'effectivement, on avait besoin d'une certaine forme de dictature à la naissance de l'Europe. Je vais fort dans mes mots, excusez-moi, mais maintenant, il est temps de changer. Et la question que je pose,
C'est comment voulez-vous que l'on puisse parler de démocratie? C'est une question. Comment voulez-vous que l'on puisse parler de démocratie avec un champ de compétences tel qu'il est défini actuellement? Vous savez mieux que moi, vous avez fait ces études en droit européen, que le Parlement ne peut même pas introduire une proposition. Il est là pour contrôler, mais il contrôle quoi? Il contrôle quoi? Vous savez comment on désigne les députés européens? Pas qu'en Belgique. C'est un remerciement. Après une belle carrière politique. Alors, Monsieur Je ne Lamberts, vais citer personne en Belgique. vous avez été remercié après une longue carrière politique, puisque vous êtes C'est député plutôt mon premier européen. poste sélectif et ça a été mon choix, donc désolé. Excusez-moi. Je dirais qu'il y a un certain nombre d'exceptions, monsieur, et vous en êtes, et je vous félicite. Merci. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que le Parlement européen est dans une certaine mesure le cimetière des éléphants. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça n'est pas que ça. Alors, Ça n'est pas que ça. Est-ce qu'il ne faut pas faire la révolution des institutions? Est-ce qu'il ne faut pas redonner à ce Parlement européen pléthorique, excusez-moi, mais enfin, Non. je ne sais même plus les compter. On avait une autre- Non, on est 754. On doit réformer les structures. On est 754 pour. Eh bien oui, on est 754 pour 500 millions d'habitants. En Belgique, on est 150 pour 10 millions. Je pense que c'est ça. Je pense. Allez, 11, pardon. 11 millions quasiment. Je pense que si on appliquait le même ratio, je veux dire, avec la Chine. la Chine, c'est 3000 députés. La Chine, c'est 3000 députés. Envie, monsieur, de pouvoir Non. Alors, introduire des propositions. alors, pour moi, ce que vous dites est vrai, mais c'est pas tout à fait un faux problème, mais ce n'est pas le problème essentiel. Je m'explique. Je constate que lorsque le Parlement veut, quand le Parlement veut améliorer, c'est-à-dire rajouter les chapitres qu'il estime nécessaires, et je vais aussi répondre à ce que vous disiez, à des projets législatifs de la Commission, qui initient les textes, eh bien, il le fait. Je vais prendre un exemple très concret sur les nouvelles règles de prudence qui vont s'appliquer à partir du 1er janvier 2014 aux banques, c'est ce qu'on appelle le paquet Bâle III. Eh bien, le Parlement a estimé bon de rajouter un chapitre sur les rémunérations et de rajouter un chapitre sur la transparence comptable des banques. Ce n'était pas dans le projet de la Commission, c'était opposé radicalement par l'immense majorité des ministres des Finances, et pourtant... Non, attendez, moi je vous parle des textes que je connais, parce que je les travaille. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il y a la volonté politique, et ça c'est la deuxième condition quand vous dites, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un sursaut démocratique? Parce que je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'aujourd'hui, ce qui est en danger, c'est la démocratie. Et là, je suis d'accord avec André Flau. Les deux ingrédients absolument essentiels, c'est d'une part la volonté politique. Autrement dit, le Parlement européen, par exemple, sur le budget européen, peut dire non. Il a dit non symboliquement, il va s'écraser d'ici 2-3 semaines. Allez, un peu plus, 2 mois. Mais il va le faire. C'est de nouveau une question de volonté politique. Mais ce n'est pas suffisant. S'il n'y a pas d'appui citoyen, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'on a gagné sur les rémunérations et la transparence? Parce que le premier citoyen venu sait très bien ce que c'est un bonus et sait très bien ce que c'est le manque de transparence comptable. Ça, il ne faut pas expliquer. Mais quand on parle, par exemple, de resserrer les règles sur la liquidité ou sur l'effet de levier pour les banques, c'est-à-dire de forcer le désendettement des banques, les ministres des Finances disent ce que les grandes banques leur disent de dire, c'est « oui, mais enfin, ne faites pas ça parce que les banques ne vont plus prêter à l'économie ». Et le citoyen moyen, il gobe ça parce qu'il n'a pas l'outillage pour faire la différence. Et donc, il faut qu'après ça, en effet, on fasse la pédagogie de dire « oui, mais non, c'est pas comme ça et je vais vous expliquer ». Sauf que ça prend quand même 10 minutes pour l'expliquer. Et donc, là, on n'a pas le soutien citoyen et donc on n'y arrive pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que je serais déjà très content que le Parlement exploite toutes les possibilités dont il dispose, aujourd'hui tous les pouvoirs dont il dispose. Et ce que je vois trop souvent, c'est le Parlement s'écraser parce qu'il a peur. Parce qu'il se dit, oui, mais enfin, si on dit non au budget, alors les chefs d'État et de gouvernement vont dire, regardez, le Parlement est irresponsable. Si nous, on pense que c'est irresponsable d'adopter un budget européen comme ça, c'est à nous de se sentir assez forts sur nos quilles pour dire, écoutez, nous, on pense que c'est un mauvais deal et que d'ailleurs, le budget, c'est l'acte démocratique numéro 1 et que décider d'un budget de 7 ans juste avant une élection, c'est quand même un peu un déni de démocratie. Et de ce point de vue-là, alors est-ce que c'est un coup d'État ou pas? En tout cas, c'est au moins certaines libertés qu'on prend. Et donc, en effet, je pense que là, il y a déjà, de la part du Parlement, à assumer toutes les missions qu'il peut vraiment saisir. Je serais ravi d'avoir le droit d'initiative parlementaire. Je peux vous dire que dans le secteur économique et financier, on a déjà du mal
à traiter tous les dossiers législatifs importants, il n'y en a aucun qui est là et qui ne sert à rien, que pour ne pas encore en rajouter. Il y a peut-être d'autres domaines où l'activité est moins forte. Voilà, je pourrais continuer, mais bon, il y a d'autres... Une question à Mine Rechamp, et c'est vrai qu'on avait reçu une autre question qui nous disait le Parlement est souvent plus européen que la Commission ou le Conseil. L'avis du politologue par rapport à ce système de fonctionnement, par rapport à la place du Parlement, la place de la Commission, visiblement, c'est assez compliqué. Oui, c'est pas simple, mais d'un autre côté, on ne peut pas dire que, comme on le dit pour la Belgique, c'est hyper complexe. Toutes les sociétés, à l'heure actuelle, sont complexes. Si on regarde la France, il y a une immense... de nombreux niveaux de pouvoir également. Pourquoi est-ce que l'Europe semble plus complexe? C'est d'une part parce qu'elle est peut-être un peu éloignée, mais c'est aussi une construction qui s'est faite d'une manière différente. C'est pas un pays comme on le connaît chez nous, qui s'est construit d'une manière qu'on a pu qualifier de fonctionnaliste, c'est-à-dire qu'on a d'abord commencé avec certaines fonctions, généralement liées à ce qui est l'aspect économique, d'où l'importance qu'a pris la Commission européenne. Est-ce que le système est complètement illégitime, complètement antidémocratique? Ça, c'est une réponse qui vous appartient, qui nous appartient. Ce qu'on fait généralement en sciences politiques, en tout cas, c'est de dire qu'on ne peut pas regarder la légitimité comme un tout. On peut la regarder, d'une part, comme une question d'input. Qui est-ce qui peut amener des choses dedans? Et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a un suffrage universel, qu'il y a toute une série de garde-fous. On peut la regarder aussi en termes de processus, si on veut. Et là, à nouveau, on peut dire le fonctionnement, le poids du Parlement n'est pas suffisamment fort par rapport à la Commission, mais on voit également qu'il y a certains mécanismes. Et enfin, on peut le regarder en termes d'output. Qu'est-ce qui va ressortir de tout ceci? Et d'une certaine mesure, c'est peut-être là où l'Europe a été la plus forte jusqu'à présent, c'est de dire il y a malgré tout des choses qui sortent. Et c'est peut-être ça qui rend la légitimité. Mais comme je l'ai dit avant, c'est une question qui appartient à chacun d'entre nous de dire dans quelle mesure c'est légitime ou pas, mais il y a plusieurs dimensions à cela. Monsieur a une question à poser. Il faudrait plus parler des autres, mais je vais expliquer pourquoi il y a un désintérêt grandissant vis-à-vis de l'Europe. On a tendance trop souvent à présenter l'Europe comme un objectif en soi. Or, l'Europe, c'est un moyen qui doit permettre d'arriver à des objectifs ambitieux qui en valent la peine. Et il faut montrer que ce moyen est efficace. On parle trop peu d'efficacité ou d'inefficacité. Et quant à fixer les objectifs, il faut d'abord partir des situations qui sont inacceptables, que les politiques aient le cran de dire « telle situation est inacceptable », que ce soit la situation des droits de l'homme, qui était inacceptable par exemple en Syrie, que ce soit l'augmentation grandissante de la pauvreté, qu'on ait l'occasion de dire c'est inacceptable. L'augmentation massive du chômage, qu'on se dise ce que les chômeurs demandent, ce n'est pas des allocations, qui sont d'ailleurs décroissantes, c'est du travail. Et donc, l'imagination au pouvoir, que peut faire l'Europe pour arriver à des solutions, même des solutions temporaires, mais qui sont efficaces, et que peuvent faire les gouvernements nationaux. Un exemple, le chômage de masse. Si on se dit on ne va pas donner des allocations, on va donner du travail. Eh bien, on commence à le faire, mais à petite échelle, en Espagne, avec les jeunes. On peut peut-être le faire de façon plus massive dans nos pays, quitte à avoir des emplois relativement mal payés, mais on augmente. Et on précise bien que c'est quelque chose qui n'est pas sain globalement, mais qui est temporaire. Et tous les travailleurs qui se retrouvent au chômage et à qui on donne des postes, par exemple, d'utilité publique, seraient prêts alors à passer éventuellement plus tard dans le privé, si les places dans le privé existent. Mais en attendant, ces personnes-là ont leur dignité, ont leur travail. Donc ça, c'est une des solutions qu'on préconise, et il faudrait surtout que l'Europe n'interdise pas ce genre de solution à tous les États européens. Donc là, il faut que le Parlement veille au grain pour que les États européens aient quand même toujours une certaine latitude pour arriver à une efficacité dans l'atteinte des objectifs. Je vous remercie. Voilà, je passerai la parole à Madame dans quelques instants. C'est vrai que vous parlez de chômage, c'est 12% de chômage pour la zone euro, 5,6 millions de chômeurs de plus qu'en 2007. Donc les chiffres, effectivement, s'aggravent. Une réaction par rapport à ce que Monsieur vient peut-être de dire, Monsieur Flao, par rapport à cette Europe, par rapport à la place des États dans cette Europe.